Bonjour. On a tous en mémoire ces magnifiques images, on les a vues et revues à la télévision, de magnifiques ciels illuminés en vert, en rouge, par des aurores boréales. Alors ça, les aurores boréales, ça existe, il y en a tout le temps, on va les voir, il y a des voyages organisés dans le Grand Nord, au-delà du cercle polaire, à l'altitude de l'Islande. Cette fois-ci, de mémoire, j'oserais dire, d'hommes ou des grands-pères l'ont vu, ça s'est produit quasiment sur tout le nord de l'Europe, jusqu'à nos latitudes, jusqu'à la France. Et on a vu le ciel, la nuit, s'illuminer comme on n'avait pas l'habitude de le voir. Que s'est-il passé? D'aucuns ont traduit cela par « le soleil est en colère, violente éruption de matière, le soleil est en crise ». Donc nous avons voulu faire le point en compagnie de deux spécialistes. Tout d'abord, campons le décor. De quoi parlons-nous quand on parle du soleil? On parle du soleil, on dit c'est une étoile tout à fait normale, dans la moyenne, ni petite, ni trop grosse, très calme, qui mène sa petite vie depuis 4,6 milliards d'années, et qui rayonne, et on le sent, bien entendu, d'une lumière jaune. Enfin, ça mérite tout de même un regard, parce que tout ce qui se passe à la surface du Soleil nous concerne. Pourquoi? Parce que cette petite étoile, pour l'univers, est tout de même quelque chose d'énorme, qui a une influence colossale pour son environnement, à telle enseigne que des astrophysiciens ont l'habitude de dire, eh bien, lorsque le Soleil s'enrhume, tout l'univers tousse. Autrement dit, tout ce qui se passe à la surface du Soleil nous concerne. Regardez, tout tient dans cette reconstitution. C'est un schéma, bien entendu. Vous voyez, ça, c'est la petite Terre, la petite boule bleue. Elle est énorme pour nous qui vivons dessus, mais je vous garantis qu'à l'échelon de l'univers, elle n'est rien du tout. Et surtout, elle n'est rien par rapport, regardez, à cette énorme sphère, cette énorme boule qui est le Soleil. Juste un chiffre à retenir. Dans le diamètre du Soleil, on pourrait loger, 109 terres. Mieux encore, la masse du Soleil, la masse de cette boule est colossale, et vous explique sa gravitation. La masse du Soleil, c'est 330 000 fois la masse de la Terre. Autrement dit, le Soleil a une action gravitationnelle sur tout son environnement et son cortège de planètes. En dernier point, la masse du Soleil est un peu plus élevée que l'ensemble de la masse des 8 planètes qui l'entourent. Voilà, pour vous situer le décor. Donc je vous disais, tout ce qui se passe à la surface du Soleil nous concerne. Alors, le Soleil, je l'ai dit, c'est une machine thermodynamique. La seule source d'énergie du Soleil, ça se passe ici, au cœur, au centre, qu'on appelle le noyau. Là, se produit une réaction thermonucléaire qu'on appelle une réaction de fusion. C'est-à-dire que les noyaux des atomes d'hydrogène, et l'hydrogène est présent dans tout l'univers et surtout à l'origine de l'univers, qui ne demandent d'habitude qu'à se repousser les uns par rapport aux autres. Au contraire, sous la pression de la gravitation de la masse du Soleil qui demande qu'à les rapprocher, ils vont fusionner, et en fusionnement, ils vont se souder, et 2 atomes d'hydrogène donnent un atome d'hélium avec libération d'énergie et de particules. Voilà le fonctionnement de cette machine. Donc, température du noyau, 15 millions de degrés. Et donc, cette chaleur, cette énergie va rayonner à travers l'énorme boule de gaz, va la chauffer, et si tout continue comme cela, eh bien, elle devrait chauffer, se dilater, le Soleil devrait grossir et exploser, on ne serait plus là. Parce qu'il y a une deuxième force qui, elle, ne demande qu'à écraser le Soleil sur lui-même, je vous l'ai dit, en raison de sa masse colossale, qui est la gravitation. Et donc il y a équilibre entre la dilatation par l'énorme chaleur, 15 millions de degrés au centre, et la gravitation qui tend à l'imploser. Et comme on produit en permanence de l'énergie, il faut donc que le Soleil élimine une partie de cette énergie. Et il l'élimine comment? Eh bien, il va l'éliminer par sa surface, c'est-à-dire ce qu'on appelle la couronne. Et la température de la surface du Soleil, elle, n'est que de 6500 degrés, alors que le noyau est à 15 millions de degrés. Donc il y a des transferts d'énergie. Et il va envoyer cette énergie autour de lui dans son univers,
sous deux formes, soit sous forme de rayonnement, là, nous, c'est dans le visible, c'est la lumière, c'est l'infrarouge qui nous chauffe, ou bien sous forme de particules, des ions, parce que c'est un plasma, mais également des noyaux d'atomes d'hydrogène, des neutrons et des protons. Et surtout, il en envoie en permanence à raison de 1 million, je dis bien 1 million de tonnes par seconde. Et ça, c'est depuis 4,6 milliards d'années. Donc voilà pour bien vous situer le fonctionnement. Et donc ces jets d'énergie, on les voit, ils apparaissent sous forme d'éruption, soit sous forme de protubérances. Donc ça fonctionne normalement en permanence. Et puis de temps à autre, il y a des gros jets d'énergie, des suppléments d'énergie, des bouffées d'énergie. Ça donne de violentes éruptions solaires. C'est ce qui s'est passé. Alors donc la question, est-ce que c'est normal ? Quelle est l'origine de ces éruptions ? C'est pas du tout anormal. Simplement, c'est différent de ce qu'on a connu pendant les 3-4 années précédentes. C'est le Soleil qui arrive maintenant au maximum de son cycle d'activité de 11 ans. Et donc, à ce moment-là, la quantité de taches sur le Soleil et donc de champs magnétiques qui émergent à la surface atteint un haut niveau et donc produit des éruptions solaires, des éjections de masse coronale. Et donc, comme la Terre est de temps en temps en point de mire, ça a donné un événement de grande ampleur, mais évidemment qui ne s'est plus produit depuis un certain nombre d'années. D'autant que le cycle précédent a été assez faible, et donc il faut presque remonter vers 2003 pour trouver, disons, un événement du calibre qu'on a connu là le mois dernier. Donc, il y a un champ magnétique. Alors, à partir de maintenant, ce champ magnétique, qui donc est un phénomène superficiel mais extrêmement important, c'est lui qui est à l'origine de tout. Des éruptions solaires, d'un cycle aussi. C'est lié à la rotation du Soleil sur lui-même qui enroule le champ magnétique. Et alors, quand vous avez ce champ magnétique, le début d'un cycle solaire, ce champ magnétique qui s'enroule, il se passe plein de choses. De plus, il y a ce qu'on appelle des protubérances, c'est-à-dire qu'il y a du champ magnétique qui fait des boucles et la matière qui sort et qui retombe autour des boucles. Et puis, c'est de pire en pire, de pire en pire. Et à un moment, il y a tellement de phénomènes magnétiques que ça se déstabilise. Vous avez du champ magnétique qui s'en va loin. Et vous avez ces énormes éruptions solaires donc, qui sont liées à ce phénomène magnétique qui s'en vont. C'est ça qui produisent les aurores boréales. Alors, pourquoi les aurores boréales, qui d'habitude se produisent aux latitudes nord, c'est-à-dire au-delà du cercle polaire, au niveau de l'Islande, cette fois-ci, ont touché quasiment tout le nord de l'Europe, et notamment la France? En fait, les particules solaires qui parviennent à pénétrer dans le champ magnétique terrestre, ce qu'on appelle la magnétosphère, sont canalisées vers les deux régions polaires. Pas exactement au pôle magnétique, mais dans un anneau de quelques centaines de kilomètres autour du pôle magnétique. Et c'est là que se produisent la plupart des aurores boréales. Mais quand l'événement devient plus important et que la quantité de particules qui pénètrent dans ce bouclier magnétique devient importante, cet anneau auroral devient plus large et également migre de plus en plus vers l'équateur. Et donc, dans ce cas-ci, ça s'est descendu jusqu'à peu près la Belgique, le nord de la France, etc. Alors que d'habitude, c'est plutôt pour nos voisins danois, suédois, etc. Et bien entendu, notre atmosphère n'est pas indifférente à ce bombardement de rayonnements et de particules, et notamment la haute, vous l'avez vu, la haute atmosphère à partir de 80-100 km, là où se produisent les aurores boréales. Et on peut se poser la question de savoir si ça n'a pas une influence sur la haute atmosphère, et notamment, ce qui nous concerne, nous, plus bas, notre atmosphère, c'est-à-dire le climat de notre planète. Donc, l'essentiel de ce qu'émet le Soleil, en fait, varie trop peu pour que ça change vraiment le bilan d'énergie de la Terre. Et donc, on songe plutôt à des voies indirectes, où c'est plutôt le Soleil qui agit sur le régime des vents, les jet streams, etc., ou la couverture nuageuse, qui, eux, vont
redistribuer ou canaliser différemment l'énergie qui, bon, quand elle arrive sur la Terre, est constante, quoi. Donc, c'est un peu comme si le Soleil jouait avec le dimmer. Donc, plutôt que de changer lui-même sa luminosité. Et donc, c'est quelque chose qui est différent de l'évolution climatique qu'on a maintenant, où là, on est sur une pente qui, à la limite, s'accélère, et le Soleil ne se comporte pas comme ça. En particulier, sur les quelques dernières dizaines d'années, où le réchauffement est le plus accentué, en fait, la tendance a plutôt été pour le Soleil à la diminution. Donc, les cycles solaires sur les 50-60 dernières années ont été chaque fois un peu plus bas. En revanche, sur les aurores boréales, pour nous, notre santé, hein, il y a des gens qui pensent à ça. Est-ce que ça peut être un problème pour notre santé? Non. Mais il peut y avoir des problèmes pour les télécommunications. Et on cite, mais ça n'arrive pas souvent, en 1989, il y a tout le Québec, 6 millions de personnes qui ont été plongées dans le noir à cause d'une éruption solaire, que ça avait touché un système comment on appelle ça, transformateur électrique. Donc, il peut y avoir des choses comme ça. Bref, avec un clin d'œil, un peu d'humour, rien de nouveau, fort heureusement pour nous, sous le soleil, il paraît que ça va durer encore quelques milliards d'années, mais on ne sera pas là pour vous le raconter. Mais juste incidemment, je tiens tout de même à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chronique, qui est un peu comment ça marche, pour vous donner les clés pour comprendre notre univers scientifique et technologique. Je tiens tout particulièrement à remercier nos deux scientifiques qui nous ont donné un coup de main pour cette émission. Tout d'abord, et c'est rare tout de même, un astrophysicien belge, spécialiste du Soleil, Frédéric Clet, qui est l'auteur d'un ouvrage de vulgarisation, moi, que je trouve l'un des meilleurs sous le Soleil, qui s'appelle « Le Soleil et nous » aux éditions Fabre. Et puis, Sylvie Vauclair, que j'ai connue, moi, en tant que journaliste, parce qu'elle avait fait un ouvrage remarquable chez Albin Michel, et comme elle aime la musique, c'est la chanson du soleil. Tout simplement pourquoi? Parce que le soleil, avec ses perturbations, ses mouvements internes à l'intérieur, elle se, en quelque sorte de vibrations, non pas audibles pour nous, mais de vibrations, et que le soleil agit comme une caisse de résonance. Merci donc à Sylvie Vauclair, brillante astrophysicienne. Merci à vous tous de nous suivre, et puis rendez-vous pour la prochaine émission.